Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du mardi. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment faire des photos nettes ou le problème du flou en photo numérique. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma liste de contacts perso, je vous mets le lien dans la description en haut ou en bas. C'est intéressant parce que je vais vous envoyer pas mal d'infos par mail dans les prochaines semaines. Alors, il y a le salon de la photo qui arrive pour ceux qui sont en région parisienne ou qui pensent faire le déplacement. Il n'y a pas que ça, il y aura plein d'animations qui vont venir autour du salon, y compris si vous êtes très loin et que vous ne comptez pas venir au salon. Il y aura les sessions en ligne, voilà, il y a vraiment pas mal de sujets. Donc ne manquez pas cette occasion de recevoir toutes ces infos personnalisées. Alors aujourd'hui, je voulais parler du problème du flou parce que c'est une question que je reçois très régulièrement de votre part. Et souvent vous me dites, bah voilà, je comprends pas, j'ai acheté tel boîtier plus ou moins moderne, souvent d'ailleurs assez récent et assez performant, j'ai tel et tel objectif et je fais encore des photos floues, je comprends pas pourquoi. Certains me disent j'avais un compact avant, j'avais de meilleurs résultats, d'autres vont même jusqu'à me dire je suis écœuré parce que j'ai de meilleurs résultats avec mon smartphone qu'avec mon réflexe, donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire? Alors pour répondre à la question, j'ai identifié quatre problèmes principaux, quatre critères que je voulais traiter aujourd'hui. On va essayer de balayer tout ça pour vous donner des pistes de résolution de ces problèmes. La première source, en fait il y a quatre sources de flou que j'ai identifiées, mais je vous invite à compléter en laissant un commentaire si vous voyez des informations additionnelles. La première source du flou, c'est le flou de bouger du photographe. C'est-à-dire que c'est vous qui bougez souvent trop et ça va donner des photos floues. Alors, flou de bouger du photographe, ça veut dire que bien souvent, vous n'avez pas la posture qui convient et la façon de tenir votre appareil photo qui convient pour éviter que celui-ci ne bouge et fasse une photo un peu floue. Alors quand je dis bouger, c'est pas, vous voyez, si je prends mon boîtier, c'est pas non plus faire ça. Mais souvent, la façon de tenir votre boîtier va jouer. Alors si vous tenez le boîtier d'une main, comme ça, par exemple, vous comprenez bien qu'en plus, pour un peu que vous ayez un 200 mm, j'accentue volontairement ici le déplacement, mais voilà, la photo, elle va pas pouvoir être nette. De même, si vous visez sur l'écran arrière, comme font beaucoup de photographes débutants avec les réflexes entrée de gamme, souvent vous visez comme sur les compacts ou les smartphones, et du coup vous faites ça. Et alors ça, pareil, c'est pas une bonne façon de tenir un appareil photo. Tenez-le bien en main, alors même, ou alors si vous avez un télé et que vous faites ça, c'est pareil, ça va avoir tendance à bouger. Donc tenez-le bien en main comme ça. Si vous êtes en cadrage portrait, alors personnellement je suis gaucher, donc j'ai plutôt tendance à faire comme ça, mais là il n'y a pas de règle, mais ce qu'il faut c'est bien tenir aussi votre boîtier. Donc ça c'est super important, parce qu'on ne pense pas toujours au flou de bouger du photographe, mais c'est souvent première raison du flou. La deuxième raison du flou, c'est le flou de bouger du sujet. Alors là, c'est tout simplement le sujet qui se déplace trop vite par rapport au temps de pause que vous avez choisi sur votre appareil. Je vais prendre un cas un peu extrême, mais imaginez que vous vouliez photographier un oiseau qui passe comme ça en volant devant vous, ou une voiture de course, ou un vélo, ce que vous voulez, mais qui passe très vite comme ça. Si vous avez un temps de pause qui est trop long, eh bien, vous voyez que pendant qu'on va ouvrir l'obturateur, le sujet il va se déplacer. Conclusion, ça va faire une traînée, ça va faire une photo floue. Alors, très floue, moyennement flou, légèrement flou, ou un tout petit peu flou, mais c'est souvent ça aussi la cause. Donc n'hésitez pas à diminuer le temps de pause. Si vous êtes par exemple, si vous prenez une voiture qui passe comme ça devant vous, au 500e, c'est souvent trop court. Enfin, le temps de pause est trop long. Donc passez au millième, au 2 millième si nécessaire. Donc, faites quelques tests avec ça, mais vous allez voir que ça va régler la plupart des problèmes. C'est souvent ça en fait, le temps de pause, qui est trop long par rapport à ce que vous faites. Ce serait pas la même chose que si vous faisiez du filet. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Il faudrait que je fasse un sujet sur le filet parce que j'ai fait des photos au Mans il y a pas si longtemps et puis j'ai quelques trucs à vous montrer. Alors là, on cherche au contraire à avoir un flou d'arrière-plan. Enfin, il y a toute une technique autour du filet qui est intéressante où on va plutôt augmenter les temps de pause. Mais d'une manière générale, pour avoir des photos nettes, il faut un temps de pause qui soit le plus court possible par rapport au mouvement du sujet. Troisième raison du flou, c'est le manque de netteté apparent que vous avez sur vos photos. Alors ça peut paraître un petit peu curieux, mais souvent c'est pas la photo qui est floue, vous avez réglé correctement l'appareil, par contre c'est l'image que vous voyez à l'écran qui vous semble manquer de netteté.
Alors vous dites, bah tiens, c'est flou. Mais en fait, c'est pas toujours flou au sens optique du terme. Ça peut être tout à fait net, sauf que l'image que vous voyez, elle vous donne cette apparence de manque de... Alors là, il y a tous les termes sont bons et pas bons à la fois, mais manque de netteté, manque de piqué, manque de précision, manque de... Vous voyez ce que je veux dire? Là, les raisons, il y en a plusieurs. Alors ça peut être déjà l'appareil photo, ça peut être... Alors, je mets en premier, on va vite l'évacuer parce que normalement tous les boîtiers récents, vous n'avez plus le problème, mais sur les premiers numériques par exemple, eh bien on avait parfois des capteurs pas suffisamment précis, donc définis et de qualité, et bah voilà, la netteté sur les photos c'était un peu moyen. Ensuite, souvent, c'est la qualité de l'objectif. Pourquoi est-ce que l'on parle d'objectifs d'entrée de gamme, d'objectifs experts, d'objectifs pro? C'est parce que la qualité de l'optique fait que la sensation de... Enfin, c'est même plus qu'une sensation d'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur la photo, la netteté, le piqué, tout ça va vous donner une image qui va vous paraître beaucoup plus nette et précise avec une meilleure optique qu'avec une moins bonne. Ça ne veut pas dire qu'une optique d'entrée de gamme va vous donner une photo qui semble floue et une optique pro va vous donner une photo qui semble nette. C'est pas ça. Mais vous avez des optiques qui sont de moins bonne qualité à certaines ouvertures, à certaines focales. Si vous prenez, alors j'ai un peu massacré les 18-200, 18-300 dans une émission précédente, on en parle encore, mais vous avez par exemple, moi j'ai fait le test, je vais vous donner un exemple concret. J'ai acheté, alors là vous allez dire, ah là là, il fait ce qu'il faut pas, il fait ce qu'il faut pas faire. J'ai acheté un 18-200 il y a très longtemps, en fait, c'était sur un de mes premiers boîtiers, qui n'était pas pour moi d'ailleurs, c'était pour quelqu'un de la famille, et ce 18-200, c'était une des premières générations. Alors, ça fonctionnait, mais en fait, la personne qui l'utilisait, c'était encore des tirages papier, c'était un argentique, la personne me disait, mais je comprends pas, quand je suis à fond, donc à 200, j'ai l'impression que les photos, c'est pas net, c'est pas, tu vois, je sais pas le traduire, je suis pas photographe, je sais pas traduire dans les bons termes, mais j'ai l'impression d'un truc qui est pas nickel, quoi. En fait, c'était pas l'autofocus du boîtier, lui il marchait très bien, c'était pas le problème de netteté de réglage de l'objectif, ça marchait bien, c'est pas le tirage, c'était juste que la qualité de l'objectif dans les grandes ouvertures, et à pleine ouverture en particulier, n'était pas suffisante pour donner une image bien précise, sharp, disent les anglo-saxons, le sharpness, donc la précision, la netteté n'était pas là, et du coup on avait l'impression d'un truc un peu mou, quoi, voilà, un peu, je sais pas comment le dire, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc ça c'était vraiment un problème d'optique. Si vous prenez à l'extrême, aujourd'hui, je travaille souvent avec mon 24-70-2.8, alors je sais qu'on est plutôt dans un modèle pro et qui coûte un certain prix et tout ce que vous voulez, donc c'est pas nécessairement ce que vous allez mettre sur un boîtier entrée de gamme, mais je sais qu'avec ce type d'objectif-là, j'ai zéro souci de netteté apparente. Je fais une image, même à pleine ouverture, l'impression de netteté que j'ai en voyant mes images, elle est là, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est clair. Faites attention à ça, particulièrement si vous utilisez les zooms kit, les zooms entrée de gamme ou des zooms type 18-200 et autres, des objectifs qui n'ouvrent pas trop, donc tout ce qui ouvre à 3.5, 4.5, 5.6 et ainsi de suite. Vous êtes dans des gammes d'objectifs qui peuvent vous donner ce sentiment-là. Alors une fois de plus, je ne suis pas en train de dire tout ça, il faut évacuer, ça vaut rien, il faut acheter que de l'optique pro à 2000 €, c'est pas vrai. Il y a des 18-55, le dernier 18-55, alors VR dernière génération, l'AFS et l'AFP, sont de très bonnes optiques, y compris d'ailleurs sur le D500. Si vous regardez les tests du D500 qui ont été faits récemment, le 18-55 AFS dernière génération sur un D500 qui est un capteur hyper exigeant, ça marche très bien. Comme quoi, c'est pas parce que c'est un entrée de gamme que ça vaut rien, c'est vraiment d'un objectif à l'autre, il faut vous intéresser un petit peu à ça. Quatrième critère ou raison de penser que vos photos ne sont pas suffisamment nettes, c'est l'erreur de mise au point. Alors l'erreur de mise au point, ça c'est vraiment quand vous allez faire la photo, c'est typiquement un problème de gestion de l'autofocus. J'ai quelqu'un qui me disait il n'y a pas si longtemps, qui m'envoie un mail pour me dire voilà, je comprends pas, je crois que c'était un D7002, enfin un boîtier déjà plutôt expert, qui me dit j'ai fait des photos d'oiseaux, je ne sais plus quel était le nom d'oiseau, je ne suis pas très oiseau, et puis en fait mes photos sont floues, je comprends rien, pourtant j'étais en AFC, voilà, pourquoi ça n'a pas marché? AFS, AFC, je ne vous refais pas l'histoire, je vais vous mettre les liens vers l'article qui est complet dans la description, vous avez tous les modes et puis comment les utiliser.
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un sujet qui se déplace très vite comme ça, alors bien sûr, il va falloir régler votre autofocus de la meilleure des façons pour qu'il soit capable d'attraper le sujet et puis surtout de le garder. Je fais une petite parenthèse, mais attraper le sujet, ça veut dire l'oiseau il arrive par exemple, hein, on va imaginer qu'il se déplace comme ça. Donc là, tac, l'autofocus va attraper le sujet. Si vous appuyez là, ça va être net. C'est pas tant là que le problème se passe. Généralement, c'est sur tous les boîtiers, globalement ça marche, les autofocus de réflexe sont réactifs, même sur un entrée de gamme, donc clac, vous avez la netteté. Le problème c'est que le sujet se déplace. Alors s'il se déplace en ligne droite comme ça, je ne sais pas trop ce que ça donne sur ma vidéo, il faut que je recule peut-être parce que je crois que ma main n'est pas bien nette. Vous attrapez, voilà, si ça se déplace comme ça, vous avez à peu près la chance, vous aurez à peu près la chance que la photo reste nette parce que la distance entre le sujet ici et vous va être constante. Alors, les mathématiciens, les géomètres diraient pas tout à fait parce que voilà, en fait ça fait ça, donc la distance varie, mais si l'oiseau il a 100 mètres, on peut considérer que la petite variation ne va pas jouer sur la netteté. Le problème, c'est souvent que l'oiseau, il est sympa, mais lui, il n'en a rien à faire que vous le preniez en photo, il ne va pas nécessairement faire ça. Il va peut-être faire ça, ou bien partir en arrière. Donc lui, avoir un déplacement ici dans l'espace qui fait que la distance entre vous, l'appareil photo, et lui ne va plus être juste constante. Je ne sais pas trop ce que ça donne en fait, ce que je suis en train de faire. Moi je le vois droit, mais j'ai l'impression qu'à l'écran ça ne va pas l'être. La distance va varier. Et là, forcément, la mise au point va varier. Et ce qu'il faut, c'est que l'autofocus ait la capacité de réagir à ça et soit suffisamment vif, rapide, réactif, pour dire « Ah bah tiens, si l'oiseau bouge, je le suis ». Alors sur les derniers modules autofocus des réflexes récents, il n'y a pas de souci, en AFC, ça fonctionne. Alors quand je dis réflexe récent, je parle bien sûr des 5, des 500 avec les 153 collimateurs, bien sûr que ça fonctionne. Tous les réflexes qui ont le module AF51 collimateur Nikon, donc le système précédent, alors là ça va du D810, D750, D610, 7002, 5005, voilà, tout ça, ça fonctionne bien. Si vous avez un modèle qui a un capteur AF un peu moins performant, ça peut être un souci. Alors 5002, 5003, 3002, 3003, 3004, voilà, on n'a pas les mêmes capteurs autofocus. 610, j'ai dit une bêtise d'ailleurs parce que c'est le 39 points, c'est pas le 51. Nikon DF aussi, pareil, on a un autofocus qui est inférieur en performance. Donc voilà, tous ces boîtiers-là, soyez un petit peu plus prudents parce que vous prenez le risque que l'autofocus ne suive pas suffisamment vite le sujet. Et deuxième information, et ça, prenez le temps vraiment de lire avec attention le dossier là, sur la F, il y a le mode de fonctionnement de l'autofocus, mais il y a aussi la zone de détection. Sachez que plus la zone de détection de l'autofocus est large, plus le module autofocus a de calculs à faire pour adapter la mise au point. L'autofocus, c'est jamais que une partie du boîtier, il y a un petit processeur à l'intérieur, un mini-ordinateur qui calcule. Donc lui, il reçoit des informations via l'objectif du module autofocus qui lui dit, voilà, le sujet il est là, enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais sachez que ce truc-là, il reçoit des infos, il doit calculer, et quand il a calculé, il renvoie une info pour dire, eh bien, objectif, tu dois te régler à ça, et le moteur va faire bouger les lentilles pour régler la mise au point. Et ce calcul, ça prend du temps. Alors c'est hyper rapide, on est en train de parler de millièmes de seconde, peut-être même pas. Mais plus vous envoyez d'informations à ce module-là, plus il a de calculs à faire. Alors du coup, ça se traduit comment en termes de réglage? Si vous choisissez une zone de détection qui fait, alors la taille de l'écran non, avec le module AF51, avec le 153 oui, mais si vous êtes par exemple en zone de détection, tous les collimateurs, 3D, 51 points, machin, l'autofocus il reçoit énormément de données. Il calcule, il renvoie une valeur, l'objectif se cale, la photo est nette. Et ça prend du temps. Si vous avez un sujet qui va très vite, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en réduisant la zone de détection. Alors typiquement pour un oiseau qui se déplace au loin, souvent vous avez un ciel bleu avec un peu de chance, et puis l'oiseau c'est une petite tache comme ça qui se déplace dans la photo, mais c'est pas toute la photo. Si c'est un petit point dans la photo, enfin un petit ou un peu plus gros, prenez une zone de détection AF qui fait à peu près la taille de l'oiseau, par exemple 21 points ou 9 points. Et là, vous allez envoyer moins d'informations
au module AF, qui aura moins de calculs à faire, pour un résultat plus rapide, puisqu'il a fait moins de calculs, et tout aussi bon, puisque de toute façon c'est les mêmes infos, c'est juste qu'au lieu d'envoyer les infos de tout le ciel dont on se moque, on envoie juste les infos de là où se trouve l'oiseau. Je prends l'exemple de l'oiseau, c'est valable pour tout. Mais donc adapter la taille de la zone de détection à la taille de votre sujet dans le cadre. Bon, là aussi, je vous redétaille bien tout ça dans l'article. Donc voilà pour les 4 critères principaux. Alors je pourrais vous en faire des heures, mais retenez simplement que premier critère, donc je reprends mes notes, le flot de bouger du photographe, tenez bien l'appareil, ayez une position bien stable, flot de bouger du sujet, donc là, eh bien, adaptez le temps de pause ou la vitesse d'exposition au déplacement du sujet. Manque de netteté apparent de vos photos, alors souvent c'est la problématique de l'objectif, de l'ouverture du capteur. Sachez que ça peut s'arranger en post-traitement, hein. Il y a des réglages de netteté, d'accentuation dans les logiciels qui permettent de récupérer un peu de netteté. Alors, je vous accorde que c'est du post-traitement, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Donc erreur de choix des réglages sur l'autofocus, de mode de mise au point, zone de détection, ça c'est la plupart des cas, c'est ça en fait, général. Donc voilà pour le sujet principal. Alors j'ai d'autres choses à vous dire. Je voulais déjà vous présenter ou représenter le Scott Kelby. J'avais mis une petite marque parce que dans le bouquin qui s'appelle Photo numérique, le best-of de Scott Kelby, qui est un photographe, auteur qu'on ne présente plus aux US, qui a été traduit et adapté récemment, vous avez par exemple un chapitre complet sur toutes les astuces pour renforcer la netteté de vos photos. Alors là, il va rentrer dans le détail, il y a le trépied, vous voyez qu'il y a les déclenchements à distance, voilà, il y a différents sujets, stabilisation, voilà, sensibilité, tout ça, ça joue. Alors il y a plusieurs pages là, bien sûr, le bouquin, il fait tout un tas d'autres choses, donc c'est un petit aide-mémoire qui est assez sympa. Moi j'aime bien ce format-là, c'est pas trop gros, pas trop lourd, ça vaut 20 € à peine. Et vous avez, plutôt que de lire un grand guide complet, ou souvent vous me dites est-ce qu'il n'y a pas un guide sur mon boîtier D machin, alors tous les boîtiers ne sont pas couverts. Par exemple, il n'y a pas de guide sur le D5500. Si vous prenez ça, vous allez avoir pas mal de réponses à vos questions. Je voulais également vous dire autre chose. Si vous regardez cette vidéo sur la page YouTube, sachez qu'il y a une page Facebook pour Nikon Passion sur laquelle, le week-end en particulier, et le dimanche soir à 20 h très exactement, vous avez possibilité de partager votre meilleure photo de la semaine. Alors je vous le dis parce que il y a de plus en plus de photos qui sont déposées le dimanche soir. Je crois que ce week-end, on était à de l'ordre de 130, 140 photos ou commentaires ou réactions. Ça devient de plus en plus intéressant. Donc vous pouvez poser votre photo, recevoir des commentaires. Vous pouvez vous donner un commentaire sur les photos des autres. Et je trouve que c'est une bonne façon de vous stimuler. Alors c'est le dimanche soir, mais vous pouvez intervenir. Souvent les gens interviennent le lundi ou le mardi aussi. Après, chacun prend le temps. Et vous allez voir plein de choses, ça va vous donner plein d'idées, il y a des super photos en plus, franchement, et profitez-en. Donc c'est la page Facebook, vous avez le lien là aussi. Si vous m'écoutez sur Facebook, vous devez forcément connaître cette publi-là, mais au cas où ce ne serait pas le cas, allez jeter un œil. Tous les dimanches à 20 h, il y a une nouvelle entrée avec tout un lot de photos comme ça, et ça vaut vraiment le coup d'aller voir. De même que je vous engage à laisser un commentaire ou une critique, alors critique au sens constructif du terme, parce que souvent, c'est ce que vous me dites. Vous me dites, je poste une photo, j'ai pas de retour. Mais pour avoir des retours, il faut aussi en faire sur les photos des autres. Donc si vous le faites, vous allez voir que petit à petit, ça va s'enrichir. Et je crois qu'on va pouvoir développer quelque chose au fil des semaines et des mois qui va devenir hyper sympa. On a bien sûr la même chose dans la section critique photo du site Nikon Passion. Donc là, vous allez sur nikonpassion.com et puis dans le menu en haut, vous avez critique photo. Vous suivez, et là, vous avez tout un tas de fils par sujet. Alors il y a photo nature, portrait, sport, reportage, ainsi de suite. Et là, vous avez même des gens qui vont intervenir et ça va être encore un peu plus détaillé. Donc profitez-en. Profitez-en également, là c'est plus ponctuel comme annonce, pour participer à la sélection Expo Photo au Salon de la Photo. Là, vous avez encore une quinzaine de jours pour poster votre photo et puis tenter votre chance pour être exposé au Salon de la Photo. Et voilà, je voulais vous dire ça. Vous avez peut-être remarqué une dernière chose avant de vous quitter, que je vous mets tous les jours un bouquin ici. Alors, c'est pas anodin, c'est parce que ça fait partie des bouquins que je consulte fréquemment. Alors aujourd'hui, vous avez le Performance de Richard Avedon. Si vous aimez le portrait, le noir et blanc, les vues en extérieur et des choses un petit peu créatives,
franchement, regardez, je vais vous l'attraper vite fait d'ailleurs, parce que c'est un pavé en fait, hein, voilà, ça pèse, mais c'est vraiment un superbe ouvrage. Je fais très vite parce que je n'avais pas prévu de vous le présenter en fait, mais vous avez des planches contact, enfin il y a vraiment tout. Je vais vous mettre le lien, tiens. Et dites-moi aussi dans les commentaires si c'est quelque chose que je peux vous le poser parce que j'ai plus de place là. Si c'est quelque chose que vous voulez que je commente un petit peu plus, les livres photos comme ça, parce que les guides techniques c'est bien, mais bon, voilà, c'est un peu moins sympa souvent. Mais les livres de photos, j'en ai pas mal aussi, et si ça vous intéresse, ou si vous avez des références, ben, glissez-les dans les commentaires, parce que ça m'intéresse aussi de voir un petit peu, peut-être des bouquins que je connais pas, quoi, tout bêtement. Voilà, merci de m'avoir suivi, à demain pour une prochaine vidéo, et très bonne journée.